Quel est le véritable prix de la bonté? Pour Élise Morin, une serveuse de 24 ans noyée sous les dettes, la réponse tenait dans un simple bol de soupe. Chaque jour, elle marchait sur le fil du rasoir, entrepayée pour l'opération chirurgicale qui sauverait la vie de son frère et gardait un toit au-dessus de leur tête. Dans le monde trépidant et impitoyable du restaurant 5 étoiles où elle travaillait, la compassion était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pourtant, lorsqu'un homme infirme et sans le sou a commencé à fréquenter sa section, un homme qui ne pouvait même pas payer un verre d'eau, elle s'est retrouvée à mener une guerre invisible. Une guerre contre son patron tyrannique, contre son propre désespoir et contre une réalité qui punissait la bonté. C'est l'histoire de la façon dont un acte de charité secret, répété jour après jour, a mené non pas à la ruine, mais à une révélation si stupéfiante qu'elle allait briser son monde et exposer l'incroyable vérité qui se cachait sous ses yeux. L'odeur des noix de Saint-Jacques poêlées à l'huile de truffe et de l'argent ancien flottait lourdement dans l'air de l'Ambroisie, un restaurant si exclusif que son nom était murmuré parmi l'élite de la ville. Pour ses clients, c'était un sanctuaire de confort décadent. Pour Élise, c'était une cage dorée, un champ de bataille où elle luttait pour sa survie, une serviette et un sourire à la fois. Élise n'était pas faite pour ce monde. Son sourire, bien que rodé et professionnel, n'atteignait jamais tout à fait ses yeux gris fatigués. Ses mains, aussi agiles fussent-elles pour disposer les couverts en argent, portaient les callosités légères et indélébiles d'une vie vécue loin des banquettes de velours qu'elle servait maintenant. Chaque soir, elle troquait ses baskets usées contre des ballerines noires et sobres qui ne faisaient pas grand-chose pour apaiser ses pieds endoloris. Après un service de 8 heures, sa vie était un exercice incessant de comptabilité. Chaque euro, chaque centime était alloué avant même de toucher sa paume. Le calcul était simple et brutal. Le loyer de son minuscule appartement plein de courants d'air, 1200 €. Less charges, 150 €. Un budget d'épicerie maigre, 200 €. Le reste, chaque pourboire, chaque centime de son maigre salaire horaire, allait dans une boîte à chaussures usées étiquetée, pour Léo. Léo était son monde. Son frère de 17 ans, dont le rire remplissait autrefois leur petite maison, était maintenant confiné à un lit d'hôpital, son corps menant une guerre contre une malformation cardiaque congénitale rare. Les médecins avaient un plan, une intervention chirurgicale avec un taux de réussite élevé, mais elle avait un prix qui ressemblait à une blague cosmique, un acompte de 50 000 €. Élise avait réussi à rassembler un peu plus de 18 000 €. Le bureau d'aide financière de l'hôpital avait été poli, mais ferme. Le temps pressait. Son directeur à l'Ambroisie, Marc Fournier, était un homme taillé dans le marbre poli et le dédain. Il se déplaçait dans le restaurant avec la grâce prédatrice d'un requin, ses yeux ne manquant rien. Une fourchette tordue, un verre d'eau à moins de la moitié, un sourire qu'il jugeait insuffisamment éclatant, tout était prétexte à une réprimande venimeuse chuchotée juste hors de portée de la clientèle. Marc vénérait deux choses, les marges bénéficiaires et les apparences. La charité, à ses yeux, était une forme de vol. Morin. Sa voix trancha le brouhaha du service un mardi soir. Table 7, Les Dubois. Ils fêtent leur anniversaire. Je veux que vous leur proposiez le Château Margaux 78. Ne proposez pas le vin maison. En fait, oubliez que nous avons un vin maison. Oui, monsieur Fournier, répondit Élise, sa voix d'un ton monocorde et exercé. Le Margaux 78 coûtait 1500 € la bouteille. Un pourboire de 20% sur ce seul vin serait plus que son budget alimentaire pour le mois. La pensée fut un fantasme fugace et eterdiscent. Elle s'approcha des Dubois, son sourire fermement en place, et se lança dans son discours bien rodé sur les notes de cèdre et de cassis du vin. Ils le commandèrent sans une seconde d'hésitation, le prix étant sans importance. En s'éloignant, le poids de ces deux vies, celle de la servante déférente et celle de la sœur désespérée, s'abattit sur elle. C'est au milieu de cette opulence suffocante, un mercredi froid et pluvieux, qu'il apparut pour la première fois. La cloche au-dessus de la lourde porte en chêne sonna, laissant entrer une rafale de vent et un homme qui semblait avoir été balayé avec les détritus de la rue. Il était dans un fauteuil roulant manuel déglingué, dont les roues étaient couvertes de boue. Une veste de style militaire élimée, vieille de plusieurs décennies, était drapée sur ses épaules menues. Son visage était une carte routière des épreuves de la vie, gravée de rides profondes, et ses cheveux gris étaient négligés et humides. Ses mains, posées sur ses genoux, tremblaient d'un léger tremblement constant. Il naviguait avec difficulté sur le tapis moelleux, ses mouvements lents et délibérés. Les autres clients le dévisageaient, leurs expressions un mélange de pitié et d'agacement. Ce n'était pas le genre de personne qui fréquentait l'Ambroisie. Les yeux de Marc se plissèrent instantanément. Il commença à se diriger vers l'homme, son intention claire, éjecter cette tache disgracieuse de sa tapisserie parfaite. Mais en voyant la scène se dérouler, Élise agit sur une impulsion qu'elle ne pouvait expliquer.
Elle intercepta son directeur, se plaçant directement sur son chemin. « Monsieur Fournier, je m'en occupe, dit-elle rapidement, à voix basse. C'est ma section. Je vais gérer ça. » Marc s'arrêta, surpris par son assurance. Il regarda Élise, puis l'homme qui s'était finalement installé à la plus petite table, la plus isolée, dans un coin, une table habituellement ignorée. « Faites en sorte que ce soit le cas, » siffla Marc, ses yeux comme des éclats de glace. « Donnez-lui un verre d'eau du robinet et faites-le sortir. Il fait peur à la clientèle. » Élise hocha la tête, son cœur battant la chamade. Elle attrapa un menu et un verre d'eau et se dirigea vers la table du coin, sentant le poids d'une centaine de regards accusateurs dans son dos. L'homme ne leva pas les yeux à son approche. Il fixait ses propres mains tremblantes comme si elles étaient des objets étrangers. « Bonsoir, monsieur, » dit doucement Élise. « Bienvenue à l'Ambroisie. » Il tressaillit, comme surpris d'être ainsi interpellé. Lentement, il releva la tête. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, délavé, obscurcis par une lassitude qui semblait ancrée jusqu'à l'os. Il ne contenait aucune attente, seulement une résignation calme et profonde. « Je ne veux pas déranger, » rapatait-il, sa voix rauque à force de ne pas servir. « Il fait si froid dehors. J'ai pensé que je pourrais m'asseoir un moment. »« Ce n'est pas un dérangement du tout, » dit-elle, son sourire professionnel s'adoucissant en quelque chose de sincère. Elle posa l'eau sur la table. « Puis-je vous apporter quelque chose à manger? Une soupe, peut-être? Le velouté de tomates est merveilleux aujourd'hui. » Il eut un petit rire sec et sans joie. « Ah ma chère, je doute de pouvoir me payer la serviette que vous venez de poser sur cette table. » Il montra à nouveau ses mains. « Je ne peux pas garder un emploi. Je ne peux pas tenir grand-chose. Mon portefeuille est aussi vide que mon estomac. » Le cœur d'Élise se serra. Elle ne voyait pas un gêneur, mais un reflet de ses propres peurs, être à un faux pas, une facture médicale près de la misère totale. À cet instant, les 50 000 € dont elle avait besoin lui semblèrent une montagne impossible à gravir, et cet homme était tout en bas. Les règles, la voix de Marc dans sa tête, son propre besoin désespéré, tout lui criait de s'en aller. Mais le regard dans les yeux de l'homme, une caverne vide d'espoir perdu, les fit tous taire. « La cuisine, » dit-elle en se penchant vers lui d'un air conspirateur. « Ils ont fait une tournée de soupe en trop par erreur. Elle va juste être jetée. Ce serait dommage de la gaspiller. Laissez-moi vous apporter un bol. C'est la maison qui régale. » C'était un mensonge dangereux. Mais alors que les yeux troubles de l'homme s'illuminaient d'une lueur d'incrédulité, puis d'une vague de gratitude silencieuse et écrasante, Élise sut que c'était un mensonge qu'elle était prête à raconter. La soupe arriva fumante et parfumée dans un lourd bol en céramique, accompagnée d'une corbeille de pain frais et croustillant. Élise la posa délicatement sur la table. L'homme, qui dit s'appeler Arthur, la fixa comme si c'était un mirage. Il prit la cuillère, sa main tremblante rendant la tâche monumentale. Après plusieurs tentatives, il réussit à en prendre une cuillerée, et une expression de soulagement pur et total envahit son visage. Il mangea lentement, savourant chaque goutte. Élise l'observait de loin, l'estomac noué par l'anxiété. Marc rôdait dans la salle à manger, son regard balayant chaque table. Pour couvrir ses arrières, elle avait enregistré la commande et l'avait immédiatement annulée, invoquant l'insatisfaction d'un client sur une commande inexistante d'une autre table. C'était une manœuvre risquée. Le système suivait chaque annulation, et Marc examinait les rapports quotidiennement, mais c'était le seul moyen. Quand Arthur eut terminé, il s'essuya la bouche avec la serviette en lin, ses mouvements empreints d'une dignité étrange et oubliée. Il tenta de glisser quelques billets d'1 € froissés et de la petite monnaie sur la table. « Ce n'est pas grand-chose, » murmura-t-il en évitant son regard. « Mais c'est tout ce que j'ai. » Élise repoussa doucement l'argent vers lui. « S'il vous plaît, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Gardez-le. Vous en avez plus besoin que moi. Revenez demain si vous avez faim. » L'offre flotta dans l'air entre eux, un pacte tacite. Arthur la regarda, son regard intense, scrutateur. C'était comme s'il voyait au-delà de son uniforme de serveuse, au-delà du sourire fatigué, jusqu'au plus profond d'elle-même. Il se contenta de hocher la tête, un univers de gratitude contenu dans ce petit geste, et sortit lentement du restaurant en fauteuil roulant pour retourner dans la nuit impitoyable. Le lendemain, il revint, et le jour d'après. Une routine silencieuse était née. Arthur arrivait à la même heure, juste au moment où le coup de feu du soir commençait à se calmer, et prenait la même table dans le coin. Élise l'accueillait avec un sourire discret et lui apportait tout ce qu'elle pouvait subtiliser de la cuisine. Parfois, c'était une autre commande de soupe erronée. D'autres fois, les chefs, qui avaient leur propre grief contre Marc, fermaient les yeux pendant qu'elle lui préparait une simple assiette de pâtes ou un sandwich avec les restes de la côte de bœuf. Elle devint une experte en espionnage culinaire,
une maîtresse du mensonge compatissant. Elle créa un registre secret dans son esprit. Un bol de soupe était une commande annulée. Une assiette de pâtes était un accompagnement mal enregistré. Le coût de sa tromperie augmentait à chaque visite. Marc était un faucon. Il la coinçait près du terminal de paiement, ses yeux scrutant les rapports quotidiens. Encore une annulation, Morin, demandait-il, la voix dégoulinante de suspicion. La table 12 a renvoyé son risotto. C'est drôle, ils avaient l'air parfaitement heureux en payant leur addition de 600 €. Ils ont dit que c'était trop salé, monsieur Fournier, répondait-elle, son cœur martelant ses côtes. Je ne voulais pas risquer un mauvais avis en ligne. La mention d'un mauvais avis était son bouclier. Marc était terrifié par tout ce qui pourrait ternir la réputation immaculée de 5 étoiles de l'Ambroisie. Cela le maintenait à distance, mais de justesse. Il commença à la surveiller de plus près. Elle sentait ses yeux sur elle chaque fois qu'elle s'approchait de la table d'Arthur. Ses collègues le remarquèrent aussi. Chloé, une autre serveuse à l'esprit vif et au cœur tendre, la pria par un soir près des lave-vaisselle industriels. « Élise, qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda Chloé, la voix teintée d'inquiétude. « Je te vois avec ce vieil homme. Mark T. Surveil. Tu vas te faire renvoyer. »« Il a faim, Chloé, » dit simplement Élise en pliant une pile de serviettes. « On a tous faim, » rétorqua Chloé, bien que son ton fût doux. « J'ai 2 enfants à la maison. Tu as Léo. Ce boulot, c'est un aquarium à requins, mais ça paie les factures. Tu ne peux pas risquer ça pour un étranger. »« Je sais, » murmura Élise, la vérité des mots de Chloé pesant sur elle. « Je sais que je ne devrais pas, mais quand il me regarde, je ne peux tout simplement pas lui tourner le dos. » La boîte à chaussures pour Léo se remplissait trop lentement. La date limite pour l'acompte était dans moins d'un mois. L'hôpital appelait 2 fois par semaine, leurs rappels automatisés une menace froide et métallique. Le désespoir la rongeait. Elle commença à prendre des services supplémentaires, travaillant des journées doubles jusqu'à ce que ses pieds soient engourdis et que sa vision se brouille de fatigue. Chaque euro était une victoire, mais ce n'était jamais assez. Un soir, Arthur semblait plus fragile que d'habitude. Une toux sèche secouait sa frêle silhouette. Il toucha à peine la nourriture qu'elle lui apporta. « Vous allez bien, Arthur ?» demanda-t-elle en s'agenouillant près de son fauteuil roulant. Il fit un geste de la main pour la rassurer, mais sa respiration était courte. Juste un rhume. Les refuges ne sont pas les endroits les plus chauds à cette époque de l'année. Sans réfléchir, Élise glissa la main dans la poche de son tablier. À l'intérieur se trouvaient ses pourboires de la soirée, une somme précieuse de 134 €. C'était l'argent du loyer, de la nourriture, l'argent de Léo. Sa main trembla en sortant 2 billets de 20 €. « Tenez, » dit-elle en les pressant dans sa paume. « Pour une chambre, juste pour cette nuit. Prenez un lit chaud et reposez-vous. » Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent. Il tenta de refuser, mais elle referma ses doigts sur les billets. « S'il vous plaît, » insista-t-elle, « ne discutez pas. » Il baissa les yeux sur l'argent, puis la regarda de nouveau. Une seule larme traça un chemin à travers la crasse de sa joue. « Personne, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion, « ne m'a montré une telle gentillesse depuis très longtemps. » Alors qu'il partait, Élise ressentit un étrange mélange de terreur et de paix. Elle venait de donner de l'argent dont elle avait désespérément besoin. C'était un acte d'une profonde imprudence financière. Pourtant, l'expression sur le visage d'Arthur lui avait donné quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, une lueur d'espoir. Le sentiment que dans un monde de transactions froides et dures, un simple acte de don désintéressé avait encore un sens. Elle ne savait pas que Marc Fournier avait observé toute la scène depuis l'ombre de l'entrée de la cave à vin. Un sourire cruel et triomphant se dessinait sur son visage. Il avait enfin trouvé la preuve qu'il cherchait. La semaine suivante fut une masterclass en guerre psychologique. Marc ne l'a pas confrontée immédiatement. Au lieu de cela, il a choisi de la tourmenter, de resserrer l'étau avec une patience lente et sadique. Ses horaires furent changés pour les créneaux les moins rentables. On lui assigna les clients les plus difficiles et les plus exigeants. Des infractions mineures, imaginaires pour la plupart, furent notées et placées dans son dossier. Morin, cette table n'a pas été débarrassée dans les 30 secondes suivant le départ des clients, claquait-il. Morin, avez-vous polissé? Couvert? Je vois une empreinte digitale. Recommencez. Tous. Il construisait un dossier, brique par brique, méticuleusement, s'assurant que lorsqu'il la renverrait enfin, cela ne ressemblerait pas à un acte de malveillance soudain, mais à l'aboutissement justifié d'une série d'incompétences. Élise sentait la pression monter. L'air dans le restaurant s'épaississait de menaces non dites. Chloé lui lançait des regards inquiets, secouant tristement la tête depuis l'autre bout de la salle. Malgré le risque croissant, Élise ne pouvait se résoudre à repousser Arthur. Ses visites étaient le seul point d'ancrage d'une connexion humaine authentique dans son monde autrement transactionnel.
Leur conversation restait brève, mais une amitié tranquille avait commencé à se nouer. Il ne parlait jamais de son passé, et elle ne parlait jamais de ses problèmes. Il n'existait que dans ces petits moments volés autour d'un bol de soupe. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, et elle lui en donnait une version édulcorée, ne révélant jamais la tempête qui faisait rage en elle. Elle trouvait un étrange réconfort dans sa présence silencieuse, un sentiment de but qui transcendait les pourboires et les marges bénéficiaires. Un après-midi, l'appel qu'elle redoutait arriva. C'était le docteur Lambert, le cardiologue de Léo. « Élise, dit-il, sa voix douce mais ferme. Nous devons programmer l'opération. Les derniers scanners de Léo sont préoccupants. La pression sur sa valve pulmonaire augmente. Nous ne pouvons plus attendre très longtemps. »« Je sais, dit-elle, la voix tremblante. J'essaie. Combien de temps me reste-t-il pour verser l'acompte ? » Il y eut une pause. « 2 semaines, dit le docteur Lambert. 15 jours. Après cela, nous devrons donner son créneau à la personne suivante sur la liste. Je suis désolé, Élise. J'ai tiré toutes les ficelles possibles. 15 jours. Le chiffre résonnait dans sa tête comme un glas. Elle avait un peu plus de 21 000 €. Il lui en fallait près de 30 000 de plus, une somme impossible. La panique, froide et vive, s'empara d'elle. Pour la première fois, un véritable désespoir abject commença à s'installer. Le sourire qu'elle arborait au travail devint un masque cassant et fragile. Ce soir-là, elle travailla avec une énergie frénétique, désespérée d'obtenir de gros pourboires. Elle vendit des vins plus chers, recommanda les entrées les plus coûteuses et rit à chaque mauvaise blague de ses riches clients. La performance était épuisante. À la fin de la soirée, elle avait gagné une somme impressionnante de 250 €, mais cela lui semblait être une simple goutte dans un océan de dettes sans fin. Arthur Arrivatard, L.R. Haggard. Le froid de la fin de l'automne s'était installé, et sa fine veste offrait peu de protection. Elle lui apporta un copieux bœuf bourguignon que la cuisine avait préparé pour le repas du personnel, ainsi qu'une tasse de thé fumante. Elle s'assit avec lui un moment, l'épuisement trop lourd pour le supporter debout. « Vous semblez troublée ce soir, ma chère, » dit Arthur, ses yeux bleus pâles étudiant son visage. Elise força un sourire. « Juste une longue journée. »« Est-ce votre frère ?» demanda-t-il doucement. La question la prit au dépourvu. Elle n'avait mentionné Léo qu'une seule fois, en passant, des semaines auparavant. Elle était stupéfaite qu'il s'en souvienne non seulement, mais qu'il ait aussi lié sa détresse actuelle à lui. Elle ne put plus se retenir. Le barrage de son sang-froid céda. L'histoire de l'état de Léo, l'opération, la date limite impossible, tout sortit dans un torrent feutré et désespéré. Elle parla de sa peur, de son impuissance et du poids écrasant de savoir que la vie de son frère dépendait de sa capacité à faire acheter du vin cher à des gens riches. Arthur écouta, son expression indéchiffrable. Il n'offrit ni platitude ni assurance vide. Il se contenta d'écouter, son attention silencieuse étant un plus grand réconfort que n'auraient pu l'être des mots. Quand elle eut terminé, une seule larme roulant sur sa joue, il tendit la main par-dessus la table et lui tapota la sienne. Sa propre main tremblait, mais son contact était étonnamment ferme. « Courage, murmura-t-il, la voix rauque. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le jugement que quelque chose d'autre est plus important que la peur. » Ces mots, si simples et profonds, touchèrent une corde sensible en elle. Pendant un instant, elle sentit une vague de force. Elle n'était pas seulement une serveuse. Elle était une battante, et Léo valait la peine de se battre. « Merci, Arthur, » dit-elle en essuyant ses yeux. Ce qu'elle ne vit pas, c'était Marc Fournier, debout dans l'entrée sombre de la cuisine, son téléphone à la main. Il n'avait pas enregistré la conversation, mais il avait pris une photo accablante de sa serveuse, pendant son service, assise et pleurant avec un sans-abri alors que d'autres tables attendaient d'être servies. C'était la dernière munition dont il avait besoin. La tempête ne se préparait plus. Elle était sur le point d'éclater. Le soir suivant, l'atmosphère à l'Ambroisie était électrique de tension. Un célèbre critique gastronomique avait été aperçu en ville, et Marc était en état d'alerte maximale, sa paranoïa poussée à un niveau insupportable. Il arpentait la salle comme un fauve en cage, critiquant chaque mouvement, chaque sourire. « Morin, votre tablier a un pli. Allez le repasser. Maintenant. Morin, la carte des vins que vous avez donnée à la table 4 a une tache. Voulez-vous que les gens pensent que nous tenons une porcherie ?» Élise se déplaçait en pilote automatique, son esprit à des milliers de kilomètres, comptant les jours avant la date limite de Léo. 13 jours restants. Chaque tic-tac de l'horloge grand-père dans le hall d'entrée était un coup de marteau sur son cœur. Arthur n'apparut pas à son heure habituelle. Une partie d'Élise était soulagée, lui épargnant le stress d'une autre opération clandestine sous l'œil vigilant de Marc.
Une autre partie plus importante d'elle ressentit une pointe d'inquiétude. Allait-il bien? Sa toux avait-elle empiré? À 21h, en plein milieu du service du plat principal, Marc l'appela dans son petit bureau vitré à l'arrière du restaurant. Son sourire était fin et acéré, le sourire d'un bourreau. Fermez la porte, Morin, dit-il froidement. Son estomac asinua. Elle savait que c'était le moment. Sur son bureau se trouvait une petite pile de papier. Au sommet, la photo granuleuse qu'il avait prise la veille. Il la tapota d'un doigt manucuré. Expliquez-moi ça, dit-il, sa voix faussement calme. Je prenais une petite pause, balbutia-t-elle. Une pause, ricana-t-il. Vous fraternisiez avec lui. Il fit un geste vague vers la salle à manger. Mais ce n'est que la dernière d'une longue série de transgressions, n'est-ce pas, Élise? Il étala les papiers. C'étaient des impressions de ses commandes annulées du mois passé. Des dizaines. Chacune était entourée d'encre rouge. Veloutée de tomates. Annulé. Risotto. Annulé. Pâte en accompagnement. Annulé. C'est un schéma assez récurrent, vous ne trouvez pas? Il semble que vous ayez une erreur très spécifique et répétitive que vous commettez. Une qui semble toujours coïncider avec les visites de votre projet caritatif dans le coin. Le sang d'Élise se glaça. Les clients n'étaient pas satisfaits. Arrêtez de mentir, claqua-t-il, son sang-froid se fissurant. Je vous observe depuis des semaines. Je sais que vous me volez. Vous volez de la nourriture pour la donner à ce vagabond. Je ne volais pas, protesta-t-elle, sa voix s'élevant. À la nourriture allait être jetée. C'était du gaspillage. Tout dans ce restaurant m'appartient jusqu'à ce qu'il soit vendu ou mis à la poubelle, rugit-il en frappant du poing sur le bureau. L'inventaire, la nourriture, votre temps. Vous avez volé les trois. Vous êtes une voleuse et une menteuse. Les mots la frappèrent comme des coups physiques. Elle avait justifié ses actions comme de la gentillesse, comme une petite rébellion contre un système sans cœur, mais les entendre tordus dans le langage du crime et de la tromperie lui fit ressentir un profond sentiment de honte. « À Monsieur Fournier, s'il vous plaît, supplia-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Mon frère est malade. J'ai besoin de ce travail. Je paierai pour tout. Je travaillerai gratuitement pour me racheter. » Marc laissa échapper un rire cruel. « Vous pensez que je veux une voleuse dans mon restaurant? Vous êtes un passif, Morin. Une tâche. » Il se leva et se dirigea vers la porte du bureau, l'ouvrant en grand pour que le personnel et les clients proches puissent entendre. Sa voix retomba à un ton froid et professionnel, conçu pour une humiliation maximale. « Élise Morin, » annonça-t-il dans la salle à manger soudainement silencieuse. « Votre emploi à l'Ambroisie est terminé avec effet immédiat. Vous avez été surprise en train de voler des biens de l'entreprise. Veuillez rassembler vos affaires personnelles dans votre casier. La sécurité vous escortera hors des lieux. » Le temps semble ralentir. Le cliquetis des couverts s'arrêta. Less conversations as itinerant. Tous les yeux du restaurant se tournèrent vers elle. Elle pouvait voir le visage de Chloé pâlir de choc. Elle vit les Dubois de l'autre soir la regarder avec une curiosité non dissimulée. C'était une humiliation publique, un sacrifice rituel au dieu des marges bénéficiaires. Son corps semblait être de plomb. Elle ne pouvait ni bouger, ni respirer. L'humiliation l'envahit dans une vague chaude et suffocante. Elle avait tout perdu, son travail, sa seule source de revenus, son dernier espoir pour Léo. Et puis elle le vit. Entrant juste dans le restaurant, se déplaçant lentement en fauteuil roulant à travers la porte, se trouvait Arthur. Il comprit la scène d'un coup d'œil, Élise figée dans l'embrasure de la porte du bureau, des larmes coulant sur son visage, Marc debout à côté d'elle, un air de victoire suffisant sur le sien, et tout le restaurant regardant en silence, stupéfait. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Dans les siens, elle ne vit pas de la pitié, mais autre chose, une lueur de fureur froide et dure, un regard d'une colère si intense et contrôlée qu'un frisson lui parcourut l'échine. Il commença à avancer, ses mouvements n'étant plus lents et fragiles, mais délibérés et puissants. Il se dirigeait droit vers eux. Le monde s'était rétréci à l'espace entre Élise et la porte. Les regards des clients semblaient des objets physiques qui la clouaient sur place. Les mots de Marc résonnaient dans le silence caverneux du restaurant. Voleuse. Menteuse. Tâche. Sécurité, cria Marc, sa voix tranchante d'autorité. Deux hommes costauds en costume noir, qui se tenaient habituellement discrètement près de l'entrée, commencèrent à se diriger vers elle. La paralysie d'Élise se brisa. Une envie primale de fuir, d'échapper au poids suffocant d'une centaine de paires d'yeux, prit le dessus. Elle se tourna, s'éloignant en titubant du bureau, loin de Marc. Elle ne voulait pas être escortée dehors comme une criminelle ordinaire. Mademoiselle Morin, attendez, lança une voix. C'était Arthur. Il avait atteint le centre de la pièce,
son fauteuil roulant déglinguait une vision étrange et incongrue sur le somptueux tapis persan. Mark se tourna vers lui instantanément. « Et vous? Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Sortez. Vous êtes sur une propriété privée. » Arthur l'ignora complètement. Son regard était fixé sur Élise. « Ne partez pas, dit-il, sa voix étonnamment claire et stable, dépourvue de sa raucité habituelle. Elle portait un étrange poids de commandement qui fit marquer une pause aux gens. « Qu'est-ce que vous avez dit » ricana Mark en s'avançant vers le vieil homme. « Êtes-vous sourd en plus d'être indigent? J'ai dit, sortez avant que je ne vous fasse jeter dehors. » Arthur leva lentement les yeux vers Mark, et la lassitude dans ses yeux avait disparu, remplacée par un froid glacial. « Je crois, dit-il, sa voix basse mais résonnant dans toute la pièce, que c'est vous qui allez partir. » Une vague de rire confus parcourut certains clients. Le visage de Mark devint d'un rouge profond et laid. « Ça suffit. Sécurité, sortez cet homme. Maintenant, il est délirant. » Les deux agents de sécurité changèrent de cap, délaissant Élise pour flanquer le fauteuil roulant d'Arthur. Ils posèrent chacun une main sur son épaule. Élise regarda la scène comme si elle était à une grande distance. C'était de sa faute. Elle avait entraîné ce pauvre homme sans défense dans son pétrin. Maintenant, il allait être malmené et jeté dans la rue à cause d'elle. Le dernier fruit amer de sa bonté mal avisée. « Ne le touchez pas !» cria-t-elle, se surprenant elle-même. Mais il était trop tard. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Alors que les gardes tentaient de saisir le fauteuil roulant, Arthur parla de nouveau, sa voix maintenant comme de l'acier. « Je vous conseillerais de retirer vos mains de moi, messieurs, à moins que vous ne souhaitiez chercher un nouvel emploi demain matin. » Les gardes hésitèrent. Il y avait quelque chose dans son ton, une certitude absolue qui les fit réfléchir. Mark laissa échapper un grognement méprisant. « Et pour qui vous prenez-vous? Le roi de France ?» Le regard d'Arthur passa des gardes à Mark. Un léger sourire froid effleura ses lèvres. Ce n'était pas un sourire agréable. « Non, dit-il calmement. Quelque chose de bien plus pertinent pour vous. » Il plongea la main dans sa veste élimée, non pas avec une main tremblante, mais avec un mouvement rapide et sûr. Il en sortit non pas une arme, mais un smartphone élégant et moderne. En quelques pressions du pouce, il passa un appel et le mit sur haut-parleur. « Evelyne, êtes-vous et l'équipe juridique en attente ?» demanda-t-il. Une voix de femme, nette et professionnelle, répondit immédiatement du haut-parleur du téléphone. « Oui, monsieur. Nous sommes dans la voiture, juste devant. Êtes-vous prêt pour nous? » « En effet, » dit Arthur. « Lancez les protocoles. » Avec effet immédiat. « Tout de suite, monsieur Chevalier, » répondit la voix. « Monsieur Chevalier. » Le nom tomba dans la pièce silencieuse comme une pierre dans un puits profond. Mark se figea, son visage se vidant de toute couleur. Sa mâchoire s'agita, mais aucun son n'en sortit. Élise le fixait, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. Chevalier. Arthur Chevalier, le milliardaire reclus, presque mythique, fondateur et propriétaire du groupe hôtelier Chevalier, la société mère qui possédait l'Ambroisie et 2 douzaines d'autres établissements 5 étoiles à travers le pays. Un homme qui n'avait pas été vu en public depuis près d'une décennie après une tragédie personnelle. Un homme que la rumeur disait invalide. Les lourdes portes en chêne du restaurant s'ouvrirent. Une femme dans un tailleur gris impeccablement coupé, Evelyne, entra, suivie de 2 hommes en costume sombre portant des mallettes. Ils se déplaçaient avec un air d'efficacité tranquille et létale. Evelyne se dirigea directement vers Mark. « Mark Fournier ?» demanda-t-elle, bien que ce ne fût pas une question. Mark ne put cocher la tête, les yeux écarquillés de terreur. « Vous êtes par la présente relevé de vos fonctions de directeur de cet établissement, » dit-elle, sa voix dénuée d'émotion. « Vous êtes placé en congé administratif à durée indéterminée, dans l'attente d'une enquête approfondie sur des allégations de détournement de fonds, de harcèlement au travail et de violation de nombreux codes d'éthique de l'entreprise. » Elle fit un geste vers sa propre équipe. « Ces messieurs de la sécurité, et non ceux du restaurant, vous escorteront hors des lieux. Vous ne retournerez pas à votre bureau. Vos effets personnels vous seront envoyés par coursier. » Les agents de sécurité du restaurant s'étaient éloignés d'Arthur comme s'il était radioactif. Ils se tenaient maladroitement, incertains de leur rôle, leur autorité complètement usurpée. Mark balbutia. « C'est de la folie. Vous ne pouvez pas. Sur quelle base? » Evelyne jeta un coup d'œil au téléphone dans la main d'Arthur. « Nous avons des semaines d'enregistrement de surveillance vidéo et audio, et des audits financiers qui montrent des écarts importants entre les coûts d'inventaire et les recettes de vente, tous provenant de votre terminal personnel. Nous avons également des déclarations sous serment de pas moins de 10 anciens employés détaillant votre style de gestion abusif. » Elle marqua une pause, puis asséna le coup de grâce. « Mais surtout,
Nous avons la parole de votre employeur, monsieur Chevalier. Tous les yeux se tournèrent vers l'homme en fauteuil roulant, Arthur Chevalier. Il regarda Marc, et le masque du vieil homme fragile avait complètement disparu. Dans ses yeux se lisait le regard perspicace et calculateur d'un capitaine d'industrie, un roi inspectant son domaine. Vous avez une très mauvaise compréhension de ce qui constitue du gaspillage, monsieur Fournier, dit Arthur, sa voix froide. Vous considériez la nourriture donnée à un homme affamé comme une perte. Je considère un directeur qui intimide son personnel, détourne les bénéfices et ne reconnaît pas le plus grand atout de cette pièce comme étant le vrai gaspillage. Son regard se déplaça alors, dépassant le Marc humilié, dépassant les spectateurs stupéfaits, et se posa sur Élise. Son expression s'adoucit, le froid glacial remplacé par une chaleur qui affaiblit les genoux d'Élise. Il la regarda, debout dans son tablier froissé, le visage taché de larmes, venant de tout perdre. Et puis il prononça les mots qui allaient changer sa vie pour toujours. Ce restaurant est à moi, mademoiselle Morin, et je crois que nous avons une offre d'emploi à discuter. Le monde bascula sur son axe. Élise sentit une vague de vertige et s'agrippa au dossier d'une chaise voisine pour se stabiliser. Le nom, la scène, l'impossibilité pure et simple de tout cela. C'était trop à absorber. Arthur, son Arthur silencieux et humble, était Arthur Chevalier. L'homme dont le portrait, une photographie d'un homme beaucoup plus jeune et souriant, était accroché dans le couloir du personnel, un portrait devant lequel elle passait chaque jour sans y penser une seconde. Les tremblements, les vêtements en lambeaux, le fauteuil roulant. Tout cela n'avait été qu'un déguisement, une performance d'un détail si convaincant qu'elle avait trompé tout le monde. Marc Fournier fut escorté dehors, son visage un masque d'incrédulité et de rage impuissante. Il ne regarda pas Élise en passant devant elle. Il semblait s'être recroquevillé sur lui-même, un homme dont le monde entier venait d'être démoli en moins de 5 minutes. Les 2 agents de sécurité qu'il avait appelés se tenaient maintenant près de la porte, essayant de se rendre invisibles. Marc partit. Evelyne s'adressa aux convives stupéfaits avec une aisance consommée. « Ah, mesdames et messieurs, nous nous excusons pour cette interruption. S'il vous plaît, au nom du groupe hôtelier Chevalier, vos repas ce soir sont, bien sûr, offerts. Nous vous remercions de votre compréhension. » Un murmure parcourut la foule, un mélange d'excitation et d'admiration. Ils n'assistaient pas seulement à un drame. Ils en faisaient partie. Le critique gastronomique, un homme connu pour sa prose cynique, griffonnait furieusement dans un petit carnet. Arthur Chevalier tourna alors toute son attention vers Élise. « Mademoiselle Morin, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Voudriez-vous vous joindre à moi à ma table? Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Engourdie, elle le laissa la guider vers la table isolée du coin, leur table. Il manœuvra le fauteuil roulant avec une facilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Alors qu'elle s'asseyait, il appuya sur un petit bouton sur l'accoudoir. Et le fauteuil s'éleva légèrement, l'amenant à un niveau des yeux plus confortable. « D'abord, commença-t-il, je vous dois des excuses pour la supercherie. Mon intention n'était pas de vous causer de la détresse, bien que je vois maintenant que c'est le cas. Je ne comprends pas, balbutia Élise, son esprit tournant à plein régime. Pourquoi? Arthur soupira, un son profond hélas qui semblait venir d'un lieu de vieille douleur. Il y a 5 ans, j'ai perdu ma femme et mon fils dans un accident de voiture. Le chauffeur était un homme que je venais de renvoyer d'une de mes entreprises. Il était ivre. Il était en colère. Il me tenait pour responsable de ses problèmes. Il marqua une pause, le souvenir jetant une ombre sur ses traits. Après ça, le monde a semblé différent. J'avais bâti un empire sur l'idée de service, d'offrir le meilleur aux gens. Mais j'étais entouré de sycophantes, de gens qui voulaient quelque chose de moi. La gentillesse que je voyais était entièrement transactionnelle. Je suis devenu cynique. J'ai senti que la décence humaine de base, celle qui n'attend rien en retour, était un mythe. Il regarda autour de la salle à manger opulente. J'ai construit tout ça, mais j'avais perdu foi en les gens qui s'y trouvaient. Alors, j'ai décidé de chercher une preuve. J'ai vendu mes propriétés, placé mes actifs dans une fiducie sans droit de regard gérée par Evelyne, et j'ai disparu. Je voulais voir le monde d'en bas. Je voulais savoir s'il restait une once de bonté authentique. J'ai visité des dizaines de mes propres établissements, des hôtels au café, en ayant cette apparence. Dans chacun d'eux, j'ai été ignoré, prié de partir ou traité avec mépris. J'étais un inconvénient, un problème à éliminer. Jusqu'à ce que je vienne ici. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Il se pencha en avant, ses yeux se verrouillant dans les siens. Vous, mademoiselle Morin, avez été la première personne en 3 ans qui m'a regardé et a vu un être humain. Pas un passif, pas une tâche, mais une personne qui avait froid et faim. Vous avez risqué votre travail, un travail dont vous aviez désespérément besoin,
non pas une fois, mais chaque jour. Vous m'avez donné de la nourriture. Vous m'avez donné votre propre argent durement gagné. Vous m'avez donné votre compassion sans aucune attente de récompense. Vous n'avez pas seulement réussi mon test. Vous l'avez pulvérisé. Vous m'avez rappelé pourquoi j'avais construit tout ça. Élise était sans voix. Chaque acte de gentillesse secret, chaque mensonge qu'elle avait raconté à Marc avait été vu et compris par la seule personne qui comptait. Ce n'était pas de la folie. C'était la chose même qu'il avait cherchée. L'enquête sur Marc Fournier était déjà en cours, continua Arthur. Mon équipe avait signalé ces malversations financières depuis des mois. Votre traitement envers moi n'a été que le catalyseur final. Voir sa cruauté ce soir, et votre courage, a rendu la décision facile. Evelyne s'approcha de la table, plaçant un lourd dossier relié en cuir devant Élise. Mademoiselle Morin, dit-elle, son ton professionnel mais avec un soupçon de sourire. Monsieur Chevalier est un homme qui croit en la récompense du mérite. Élise ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un contrat. En haut, il était écrit « Offre d'emploi, directrice générale, restaurant phare l'Ambroisie ». Elle parcourut les détails, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Le salaire proposé était une somme à 6 chiffres, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais rêvé. Il y avait un plan d'assurance maladie complet qui couvrirait 100% de toutes les dépenses médicales familiales. Il y avait une prime à la signature, une somme inscrite sur la page qui lui coupa le souffle. C'était exactement 50 000 €, l'acompte pour l'opération de Léo. Des larmes coulaient sur son visage, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou d'humiliation. C'étaient des larmes d'un soulagement écrasant, incompréhensible. La montagne qu'elle avait essayé de gravir avait disparu. « Je ne peux pas accepter ça », murmura-t-elle en secouant la tête. « Je suis une serveuse. Je ne sais pas comment être directrice. » « Vous savez comment être un être humain, » dit fermement Arthur. « Vous avez plus d'intégrité et une meilleure compréhension de ce que signifie vraiment le service que n'importe quel directeur que j'ai jamais employé. Vous dirigerez par l'exemple. Evelyne s'occupera de la formation commerciale. Vous vous occuperez des gens. Vous allez remodeler cet endroit. Vous en ferez un lieu où la gentillesse est la monnaie d'échange, pas seulement la carte des vins. » Il désigna à nouveau le dossier. « Cette prime à la signature n'est pas un cadeau. C'est une avance. Votre premier acte en tant que directrice sera d'appeler l'hôpital de votre frère et d'organiser le paiement. Votre second sera de donner à chaque membre du personnel actuel, à l'exception des laquais de Marc, une augmentation immédiate de 20%, financée par les bénéfices qu'il détournait. » Élise regarda du contrat au visage d'Arthur. L'homme las et infirme qu'elle avait servi avait disparu, mais les yeux bienveillants restaient. Elle voyait maintenant que sa véritable force n'avait jamais résidé dans sa richesse, mais dans le cœur qui avait désespérément cherché à trouver de la bonté dans le monde. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il l'avait trouvée en elle. Elle prit le stylo à côté du contrat, sa main ne tremblant plus. « Où est-ce que je signe » demanda-t-elle. L'aube qui se leva le lendemain matin semblait différente. La lumière filtrant à travers la fenêtre crasseuse du petit appartement d'Élise paraissait plus chaude, moins accusatrice. Pour la première fois depuis des années, elle ne s'était pas réveillée sous le poids écrasant d'un compte à rebours et d'une dette impossible. Elle était toujours Élise Morin, mais le monde qu'elle habitait maintenant était un pays entièrement nouveau. Dans son placard, à côté de ses uniformes de serveuse usée, était suspendu un simple et élégant tailleur pantalon noir, livré tard la nuit précédente par l'un des assistants d'Evelyne. Cela ressemblait à un costume pour un rôle qu'elle n'avait pas encore appris. Entrer à l'Ambroisie ce jour-là fut l'une des choses les plus terrifiantes qu'elle ait jamais faites. L'odeur familière de cire au citron et de pain cuit était la même, mais sa place en son sein avait été fondamentalement modifiée. Le personnel, ses anciens collègues, se tuent à son entrée par la porte principale au lieu de l'entrée du personnel. Il la regardait avec un mélange d'admiration, de confusion et peut-être un peu d'appréhension. Faisait-elle partie des leurs, ou était-elle maintenant l'une d'eux? Son premier acte en tant que directrice fut de convoquer une réunion générale du personnel. Pas dans le bureau froid et vitré de Marc, mais autour de la plus grande table ronde de la salle à manger, la table numéro 1, habituellement réservée aux maires ou aux célébrités de passage. Elle demanda à Chloé de se tenir à ses côtés, un signal silencieux pour tout le monde que les anciens liens demeuraient. Elle regarda leurs visages, les commis fatigués, les cuisiniers anxieux, le personnel de salle qui, comme elle, connaissait la douleur unique de sourire à travers l'épuisement. Elle voyait sa propre lutte se refléter dans leurs yeux. « Bonjour à tous » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Elle s'éclaircit la gorge et recommença, plus fort cette fois. « Je sais que c'est inattendu, et je sais ce que vous pourriez penser. Croyez-moi, je le pense aussi. Hier, je frottais des taches de vin sur une nappe. Aujourd'hui, je porte ce tailleur.
Elle fit un geste vers sa nouvelle tenue, et quelques rires nerveux brisèrent la tension. Je ne vais pas me tenir ici et prétendre que je sais tout sur les marges bénéficiaires ou la gestion des stocks, continua-t-elle, son regard rencontrant celui de chaque personne. Je vais apprendre, et j'aurai besoin de votre aide. Mais je sais ce que c'est que de travailler ici. Je sais ce que c'est de se voir retenir ses pourboires pour un verre cassé. Je sais ce que c'est d'avoir peur de se déclarer malade. Et je sais plus que tout que le cœur de ce restaurant n'est pas le décor ou la cave à vin coûteuse. C'est nous. Ce sont les gens qui travaillent dans la chaleur de la cuisine et passent 8 heures debout. Elle prit une profonde inspiration. Les choses vont changer. Avec effet immédiat, sous l'autorité de Monsieur Chevalier, chaque employé horaire reçoit une augmentation de 20%. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce, suivi d'une vague de halètements et de chuchotements incrédules. Un plongeur plus âgé nommé Sam, un homme qui travaillait là depuis 15 ans et était réputé pour son stoïcisme, pleura ouvertement. De plus, dit Élise, la voix étranglée par l'émotion, nous allons créer un fonds d'urgence pour les employés. Une partie des bénéfices de ce restaurant sera mise de côté chaque mois. Si vous avez une crise médicale, une urgence familiale, ou si vous traversez une période difficile, ce fonds est là pour vous. Pas de questions humiliantes, pas de long processus d'approbation. Nous prendrons soin des nôtres. La pièce explosa. Ce n'était pas seulement des acclamations. C'était une profonde expiration collective d'années de peur et d'anxiété refoulées. Ils se pressèrent autour d'elle, non pas comme une patronne, mais comme l'une des leurs qui avait, d'une manière ou d'une autre, brisé le plafond de verre. Chloé la serra fort dans ses bras, murmurant « Tu l'as fait, Élise. Tu l'as vraiment fait. » Plus tard ce matin-là, assise dans le bureau qui sentait encore faiblement l'eau de Cologne chère et écœurante de marque, Élise fit face à sa tâche la plus importante suivante. Les doigts tremblants, elle composa le numéro du service de facturation de l'hôpital. « Oui, je m'appelle Élise Morin, dit-elle, sa voix calme mais assurée. J'appelle au sujet de mon frère, Léo Morin. » Le ton de l'administratrice était las et routinier. « Oui, mademoiselle Morin, j'ai son dossier. Nous essayons de vous joindre au sujet de l'acompte en attente pour son opération. » C'est la raison de mon appel, l'interrompit doucement Élise. J'aimerais m'en occuper maintenant. Le montant total? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Le montant total, mademoiselle. Le dépôt requis est de 50 000 €. Je comprends, dit Élise, un sourire se dessinant sur son visage. Le premier sourire vraiment insouciant qu'elle avait eu depuis des années. Mais je ne veux pas verser d'acompte. Je veux payer pour l'intégralité de la procédure. En totalité. Dites-moi le total. Le ton de l'administratrice passa de l'indifférence bureaucratique à un respect stupéfait. Après un moment de clic de clavier, elle donna à Élise le chiffre final. Élise lut les chiffres de son chèque de prime à la signature et les informations de routage du nouveau compte bancaire qu'Evelyne avait ouvert pour elle. Lorsque la transaction fut confirmée, la femme au téléphone dit « Mademoiselle Morin, que Dieu vous bénisse. Je vais immédiatement en informer le docteur Lambert. Nous pouvons le programmer pour ce vendredi. » Après avoir raccroché, Élise se pencha en arrière dans le fauteuil en cuir moelleux et laissa les larmes couler, non pas de tristesse ou de peur, mais d'un soulagement si profond qu'elle avait l'impression de pouvoir s'envoler. La montagne avait disparu. La guerre était finie. Ils avaient gagné. L'opération de Léo fut un succès. Élise était là quand il se réveilla en salle de réveil, le visage pâle mais paisible. Elle regardait la ligne rythmique et régulière sur le moniteur cardiaque, une belle onde affirmant la vie qui était le résultat direct d'un bol de soupe donné à un étranger. Quand ses yeux s'entr'ouvrirent, ils étaient plus clairs qu'elle ne les avait vus depuis des années. « Salut, elle, » murmura-t-il, un vrai sourire ornant ses lèvres. « On a gagné. » Elle lui serra la main, son cœur débordant. « Oui, gamin, » murmura-t-elle en retour. « On a gagné. » Dans les mois qui suivirent, l'Ambroisie ne se contenta pas de survivre, il prospéra. Élise et Chloé travaillaient en parfaite synchronisation. Chloé s'occupait de la logistique et des plannings avec une main ferme mais juste, tandis qu'Élise gérait les gens. Elle instaura des jours de santé mentale, des congés maladie payés et des horaires flexibles. Les chefs, libérés des mandats de réduction des coûts restrictifs de marque, commencèrent à innover, créant des plats à la fois brillants et pleins d'âme. Le cliquetis de la cuisine, autrefois un son frénétique et paniqué, avait maintenant un rythme, ponctué par des éclats de rire occasionnels. Le changement était palpable pour les clients. Le service était toujours 5 étoiles, mais la tension sous-jacente avait disparu. Les serveurs s'engageaient sincèrement avec les clients parce qu'ils se sentaient en sécurité et valorisés. L'histoire de la serveuse devenue directrice devint une sorte de légende locale, et les gens faisaient des réservations non seulement pour la nourriture, mais pour faire partie de l'histoire.
Élise apporta une petite modification au menu. Elle ajouta un plat permanent, la soupe du fondateur. Un velouté de tomates simple et élégant, préparé avec des tomates anciennes et du basilic frais. La description sur le menu était courte, un rappel que les choses les plus simples, lorsqu'elles sont offertes avec gentillesse, peuvent tout changer. 1 € de chaque bol vendu était directement reversé au plus grand refuge pour sans-abri de la ville. C'est rapidement devenu leur plat le plus populaire. Un soir pluvieux, environ 6 mois après sa prise de fonction, Arthur Chevalier était assis à sa table habituelle dans le coin. Il était vêtu d'un simple pull en cachemire bien coupé, son fauteuil roulant remplacé par une canne simple et élégante qu'il appuya contre la table. Sa guérison, avait-il expliqué, était un processus long et lent, mais son temps dans la rue lui avait donné une nouvelle motivation pour guérir. Élise le rejoignit après le coup de feu principal, apportant 2 bols fumants de la soupe du fondateur. Le restaurant bourdonnait du murmure heureux et satisfait d'une salle comble. « Je n'ai toujours pas l'impression de mériter tout ça », confessa-t-elle à voix basse, en regardant la salle qu'elle dirigeait maintenant. « Parfois, j'ai l'impression d'être encore cette serveuse, juste avec un meilleur costume. » Arthur prit une cuillerée de soupe, une expression pensive sur le visage. « Le mérite a très peu à voir avec ça, Élise, dit-il. La valeur, oui. Le monde est plein de gens qui estiment mériter la richesse et le pouvoir. Bien moins nombreux sont ceux qui en sont réellement dignes. Vous n'avez jamais rien demandé de tout cela. Vous avez simplement fait ce qui était juste quand c'était difficile, quand personne ne regardait, ou du moins c'est ce que vous pensiez. » Il la regarda, ses yeux bleu pâle clairs et bienveillants. « Vous n'avez pas seulement sauvé votre frère. Vous m'avez sauvé aussi. J'étais un fantôme hantant ma propre vie, secouant les chaînes de mon propre cynisme. Vous m'avez montré que l'empire que j'avais construit pouvait encore avoir une âme. C'est un cadeau qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. » Il fit alors glisser une brochure sur la table. C'était pour la nouvelle Fondation Élise Morin pour le service compatissant. Son nom était imprimé en élégantes lettres dorées. Son visage, tiré d'une photo qu'il avait insisté pour qu'elle prenne, lui souriait en retour. Elle était un phare maintenant, un symbole pour les autres. Notre première initiative, dit-il, est de financer une nouvelle aile au refuge du centre-ville. Elle disposera d'une clinique médicale appropriée et d'installations de formation professionnelle. Ce sera un endroit où les gens pourront se remettre sur pied. I'll to put la brochure. Votre histoire en sera la fondation. Élise fixa son nom. Son histoire, maintenant une force tangible pour le bien dans le monde. Toute la peur, toute la lutte, toutes les nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir en s'inquiétant pour Léo, tout cela avait été forgé en quelque chose de beau et de fort. Elle n'était plus seulement une sœur ou une directrice. Elle était un témoignage du pouvoir révolutionnaire silencieux d'un simple acte désintéressé. En regardant Arthur, l'homme qui avait été à la fois un étranger sans le sou et un milliardaire puissant, elle comprit enfin. Il ne lui avait pas seulement donné un travail ou de l'argent. Il lui avait rendu son propre reflet, lui montrant que la gentillesse qu'elle pensait être une faiblesse avait été sa plus grande force depuis le début. Et dans la lumière chaude et douce de son restaurant, entourée des vies qu'elle avait touchées, Élise Morin se sentit enfin chez elle. L'histoire d'Élise Morin est un rappel puissant que nous ne connaissons jamais vraiment l'impact de nos actions. Un simple acte de compassion, offert sans aucune pensée de récompense, a déclenché une chaîne d'événements qui a non seulement sauvé sa famille, mais a aussi transformé toute une communauté. Cela prouve que la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans son compte en banque ou son titre de poste, mais dans l'intégrité de son caractère. Arthur Chevalier ne testait pas seulement ses employés. Il testait le monde, espérant qu'on lui prouve que son cynisme était erroné. Et Élise, n'ayant rien d'autre qu'un cœur bienveillant, lui a donné la réponse qu'il cherchait. Si l'incroyable parcours d'Élise, du désespoir au triomphe, vous a ému, veuillez prendre un moment pour montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton j'aime pour nous faire savoir que ces histoires comptent et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel que la bonté n'est jamais vaine. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine histoire qui prouve que l'espoir n'est jamais vraiment perdu. Merci de nous avoir suivis.